Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous allons parler de la fraude envers les aînés. Pour traiter du sujet d'aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Mathieu Castonguay, qui est conseiller expert, formation et sensibilisation en cybersécurité à la Banque nationale. Bonjour Mathieu. Bonjour Sylvain. Mathieu, on entend ou on lit que plusieurs personnes sont victimes de fraudes que l'on peut appeler de nouvelle génération. De nouvelle génération, soit des nouvelles façons de faire pour arracher de l'argent aux gens qui nous regardent. Mathieu, qu'est-ce que l'on appelle communément fraude de type ingénierie sociale? Oui, l'ingénierie sociale, Sylvain, là, c'est l'art de manipuler les gens afin d'obtenir quelque chose de manière frauduleuse. Elle exploite la faiblesse humaine, contrairement à un hacker qui va exploiter des failles techniques. Donc, les criminels vont utiliser des techniques de persuasion, de mensonge, d'imitation, même de chantage ou même de la séduction pour atteindre leur objectif. Quelles sont les tendances en matière de fraude que vous pouvez observer actuellement? Avec l'évolution des technologies, les fraudes se transforment. Voici quelques tendances de fraude présentement. La première, l'arnaque amoureuse, la fraude sentimentale. Généralement, la victime et le criminel se rencontrent en ligne sur des réseaux sociaux ou un site de rencontre. Le fraudeur, qui peut être un homme ou une femme, essaie de créer une relation avec sa victime, consacrant même plusieurs mois. L'objectif, convaincre la victime qu'il vive une relation amoureuse. Puis, petite urgence qui arrive, un membre de sa famille peut tomber malade, il peut vous demander de l'argent pour venir vous rencontrer. Et évidemment, l'argent qu'on transfère, souvent des grosses sommes, et à multiples reprises, se retrouve entre les mains d'escrocs. Quelques signes pour détecter cette fraude-là, mais le fraudeur va avoir plusieurs excuses là, pour ne pas vous rencontrer en personne. Profil semble récent, peu d'amis, peu de publications, beaucoup de points en commun avec vous. C'est comme un peu si vous espionneriez. Connecté avec des profils partout dans le monde, donc il peut parler avec des gens d'un peu partout dans le monde sans nécessairement comprendre le lien. Très rapide à vous déclarer l'amour. Communique surtout par courriel ou via des applications de messagerie. Ils peuvent même vous demander d'aller dans leur messagerie à eux, par exemple WhatsApp, pour parler avec vous. Ils vont jouer la carte de la détresse, même de la colère, afin de semer de la culpabilité si jamais vous ne faites pas ce qu'ils vous demandent. Et ils vous demandent de garder le secret, de ne pas en parler avec vos proches. Donc ça, c'est vraiment les conseils pour ce type d'arnaque-là. En deuxième lieu, il y a la fraude de représentants. Donc, les suspects sont passés pour des employés d'une institution financière. Le faux représentant peut téléphoner à la victime pour lui faire croire qu'il vient d'avoir une transaction frauduleuse dans ses comptes bancaires. Sous le choc, évidemment, la victime veut coopérer aux demandes du représentant. Par la suite, une personne peut venir chercher les cartes bancaires et le NIP, le numéro personnel, inséré dans une enveloppe. Donc, ça peut être quelqu'un qui semble provenir de la poste ou de l'institution financière qui va venir cogner à la maison, venir chercher vos cartes. Évidemment, si c'est un fraudeur, il va aller retirer très, très rapidement des sommes importantes dans vos comptes avec la carte et votre NIP. Une autre variante, c'est qu'on peut demander à la victime de l'accompagner rapidement à son institution financière, donc par exemple par taxi. Une fois arrivé à son institution financière, la victime se fait indiquer par le faux représentant d'effectuer un retrait en espèces de plusieurs milliers de dollars et que le montant va servir à une enquête dirigée par l'institution financière. Évidemment, le bon réflexe dans ces situations-là, c'est ne jamais remettre votre carte bancaire ni votre NIP à une personne sans travailler pour une banque. Jamais là, une institution financière va vous demander de remettre vos cartes et NIP ou de venir récupérer une carte défectueuse ou compromise à votre domicile. Si votre carte est compromise, on la détruit tout simplement. Au téléphone, si vous n'êtes pas certain de la véracité de votre interlocuteur, on raccroche. On compose le numéro en arrière de notre carte pour vérifier le statut de notre compte bancaire. Ne jamais donner vos cartes à un fraudeur. Alors, ces gens-là ont de l'audace de se présenter dans les maisons des gens qui veulent essayer d'arnaquer, là, en personne. Tout à fait. Une autre arnaque, Sylvain, c'est de l'arnaque grands-parents. Donc, on reçoit un appel qui se dit petit-fils, petite-fille. Peut même dire, m'as-tu reconnu grand-papa? Évidemment, la personne au bout du fil vous annonce qu'il est arrivé un grand malheur, comme un accident de voiture. Elle a besoin d'argent. L'argent sera remis à un avocat pour payer sa caution.
Ce genre d'appel-là est vraisemblablement une indication que vous êtes visé par l'arnaque des grands-parents. Un bon réflexe, c'est qu'on appelle directement son petit-fils via un moyen de communication sûr. Un numéro de téléphone qu'on a déjà dans notre téléphone, ou sinon on appelle ses parents, mais c'est sûr qu'on confirme le tout. Puis si quelqu'un vous demande « Mais m'as-tu reconnu? » On dit tout simplement non. C'est quoi ton nom? Donc évidemment, à ce niveau-là, on ne donne pas d'informations de plus à la personne qui pourrait être un fraudeur au bout de la ligne. Puis aussi, on peut limiter nos informations que nous publions sur les réseaux sociaux et éviter aussi d'avoir un profil public ou du moins limiter à qui sont nos amis sur nos réseaux sociaux. Parce que les fraudeurs, évidemment, s'alimentent de ces sources-là. Évidemment. Mathieu, quels sont vos 3 meilleurs conseils pour aider les gens à se prémunir contre ce genre de fraude? Donc, gardez vos informations secrètes. Une institution financière ne vous demandera jamais votre mot de passe, que ce soit par texto, courriel, téléphone. Si une personne vous demande votre mot de passe, c'est forcément pour tenter une fraude. Un mot de passe efficace et assez long. Plus qu'il est long, plus qu'il y a de caractères, plus qu'il est sécure. De plus, vous devriez utiliser un mot de passe différent pour chacun de vos services en ligne, par exemple courriel, compte de banque, les réseaux sociaux. Donc, s'il y en a un, par exemple, qui a une brèche dans son système, mais votre mot de passe n'est pas volé partout, donc ça va être un mot de passe unique pour chacun des systèmes. Et ne donnez jamais des renseignements personnels via une communication qui serait non sollicitée. Donc, que ce soit par téléphone, courriel, texto, si ce n'est pas vous qui avez commencé l'appel et qu'on vous demande beaucoup trop d'informations qui sont jugées personnelles, évidemment, ne pas les donner. Et de ce fait, ne pas agir sous pression. Principal conseil à suivre face à un message qui est inhabituel, injustifié, incitant, urgent même, c'est de se douter, s'arrêter, réfléchir. Lorsqu'une situation nous intrigue en tant qu'humain, on est amené à vouloir continuer pour en savoir un peu plus. Et dans cette précipitation-là, on oublie de se méfier. Par exemple, cliquer sur un lien dans un courriel ou ouvrir une pièce jointe. S'il y a vraiment une problématique, puis il y a vraiment un sentiment d'urgence, puis quelqu'un veut vraiment vous contacter, mais il y a diverses façons de communiquer avec vous. Donc, ça peut être, par exemple, par courrier. Ça existe encore à ce jour en 2024. Et en cas de doute, on utilise une source connue. Par exemple, le numéro en arrière de la carte bancaire, le bottin téléphonique, un site officiel, ou même juste d'en parler avec un proche, un ami. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ne présumez jamais que les numéros de téléphone qui apparaissent sur votre afficheur sont authentiques. Et surtout, les informations qui sont dans un courriel. Par exemple, le numéro de téléphone à contacter. Parce que c'est souvent une porte directement vers les fraudeurs. Mathieu, les gens peuvent aussi se présenter en personne là, quand ils ont un doute, directement à leur succursale. Là, la plupart des gens ont une succursale bancaire qui n'est pas bien loin de chez eux. Là. Oui, tout à fait, Sylvain. Les employés de ces institutions financières-là, évidemment, sont formés en continu et peuvent aider au niveau de la fraude. Mathieu, malheureusement, de temps en temps, il y en a des fraudes des gens qui se font arnaquer. Alors, quels sont les réflexes à adopter une fois que la fraude est arrivée? Oui, même avec beaucoup de prudence, il se peut que vous tombiez dans le piège des fraudeurs. Donc, si c'est votre cas, il ne faut surtout pas s'en vouloir. Ça peut arriver à tout le monde, mais j'ai quand même quelques conseils si c'est votre cas. Donc, changez les mots de passe, les codes ou les accès que vous pensez qui ont été corrompus. Surveillez l'activité sur vos comptes bancaires ou même dans votre boîte courriel. Avisez les agences de crédit, donc Equifax, TransUnion, que vous avez été victime d'une fraude, afin qu'une alerte soit placée dans votre dossier. On peut même envisager de souscrire à un service de protection pour restaurer votre identité. Vous allez obtenir de cette façon-là une veille constante sur vos données et être prévenu en cas d'activité suspecte, par exemple lors d'une ouverture d'un compte en votre nom que vous n'avez pas fait. Et finalement, signaler la situation d'hameçonnage au Centre antifraude du Canada, porter plainte à la police. Eux, ils vont pouvoir avoir des instructions pour vous là, sur le site de centreantifraude.ca. Oui, puis ça peut même aller peut-être à changer votre propre numéro de téléphone si vous avez été victime de fraude par un numéro de téléphone. Oui, effectivement. Donc, si quelqu'un, un fraudeur vous contacte, là, et n'hésitez pas à ne plus répondre. Et eux, souvent aussi, vont passer au prochain appel parce que, évidemment, pour eux, là, ils cherchent des potentielles victimes qui rapportent de l'argent. Donc, si vous les ignorez ou changez de numéro de téléphone, c'est sûr que ça peut aider.
Mathieu, un grand merci pour ta participation. C'est un sujet chaud qu'on entend régulièrement parler des gens qui se sont fait frauder. Aujourd'hui, courte émission sur le sujet, mais on aura probablement la chance de se reprendre pour en reparler parce que c'est un sujet qui est tellement important à sensibiliser nos gens avec la fraude, les nouvelles façons de se faire frauder. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour l'invitation, Sylvain. À tous, au plaisir de vous revoir pour une prochaine capsule financière. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.